Écologie et biologie des interactions, on est plusieurs à travailler sur la biodiversité, les communautés, ce qu'on appelle les communautés. Et je fais partie du projet MAIA, qui veut dire massification et intensification agroécologique pour renforcer la résilience des systèmes agricoles et assurer la sécurité alimentaire en Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Donc c'est un long nom qui était pour répondre à un appel à projet, un appel à projet de la région Nouvelle-Aquitaine. Qui pour nous chercheurs était intéressant parce que déjà ça nous permettait de beaucoup interagir avec plusieurs labos et surtout c'est un projet en 5 ans et souvent c'est des projets en 3 ans, donc là on a un peu sauté sur l'occasion aussi d'avoir 2 années supplémentaires. Et c'est un projet qui n'est pas porté par moi, qui est porté par Adrien Rush et Eric Giraud qui sont basés à Bordeaux. Donc Adrien Rush à l'UMR Save à l'INRAE et Eric Giraud à Bordeaux Sens. Alors toujours un doute, c'est sciences économiques, enfin bon, c'est sciences économiques sur les SHS, parce que vous allez voir que vraiment un des cœurs du projet, c'est d'avoir une interdisciplinarité. Donc, le thème, c'est l'agroécologie, et en tant que le consortium est pas mal composé d'écologues quand même, et de biologistes, et nous, on a à cœur de mettre en avant la biodiversité, qui explique aussi que je suis là, pour mettre en avant l'agroécologie qui est basée sur les services écosystémiques, les fonctions des écosystèmes. Mais bien sûr, l'agroécologie aujourd'hui n'est pas que dans sa définition des processus écologiques en milieu agricole, mais bien aussi le lien avec les systèmes agroalimentaires, puisque on constate, et je pense que vous le constatez aussi, qu'un des freins au déploiement des pratiques agroécologiques, c'est aussi les filières en fait derrière et la fin en fait, comme on dit, à la fourchette, de la fourche ou de la ferme à la fourchette. Et donc on peut pas, il y a beaucoup de preuves déjà qui montrent que des pratiques intensives vont avoir des effets néfastes sur la biodiversité. Mais du coup, on voit moins en fait ce changement d'échelle aussi jusqu'au système alimentaire. Donc dans le projet, il y a vraiment ce côté holistique ou systémique pour intégrer beaucoup de dimensions en fait dans le projet pour essayer de trouver des réponses. J'essaie de bien caler le micro, j'en sens que ça fait peu qui doit être désagréable. Si c'est comme ça, c'est peut-être mieux. Et donc intégrer plusieurs dimensions agronomiques, écologiques, économiques et sociales. Vous allez voir dans la structuration du projet, donc j'ai dit le nombre d'années, mais en gros il a été accepté depuis décembre 2023. Il y a eu toute une phase en 2024 de beaucoup de réflexions entre chercheurs, parce qu'on n'a pas l'habitude de travailler aussi nombreux, vous allez voir combien on est. Donc 2004 a pris pas mal de temps et court jusque normalement décembre 2028. Il y a aussi le côté local que je vais montrer juste après avec 4 territoires pilotes. Et considérer les spécificités des territoires, donc regarder à l'échelle territoriale, mais à partir de territoires, essayer de voir, de modéliser ce qui peut se passer à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Donc les 3 grands défis scientifiques auxquels on fait face, c'est l'absence de connaissances. Il y a beaucoup de connaissances sur le côté effet des pratiques intensives sur la biodiversité. Il y a pas mal de choses qui sont déjà faites, mais pas forcément avec la pluridisciplinarité qu'on va utiliser en disant on va regarder les mêmes territoires et regarder plein de choses sur le même territoire. Souvent c'est un petit peu cloisonné. Et dans ce cadre-là, l'idée c'est d'agréger en fait des connaissances liées à la Nouvelle-Aquitaine, parce que je ne sais pas si vous avez lu le rapport Ecobiose, mais finalement il y a aussi un manque de connaissances localisées sur la Nouvelle-Aquitaine. Deuxième défi, c'est analyser, anticiper les effets du déploiement à large échelle. On a parlé juste avant des changements d'échelle. Et ça, c'est un gros défi qu'on a, nous, au sein du consortium, parce que les écologues, les biologistes vont raisonner à l'échelle de la parcelle, parce qu'aussi c'est plus pratique à échantillonner, mais les géographes, les sociologues vont raisonner et sur les systèmes alimentaires à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Donc comment on arrive à faire ces transitions-là et comment on part d'initiatives agroécologiques à la petite échelle pour les déployer, justement tout le côté massification à l'échelle Nouvelle-Aquitaine. Et en passant, en fait ça va passer par des approches expérimentales, donc on va aller récupérer des données sur le terrain, mais on va aussi faire appel à des bureaux d'études qui font la modélisation pour extrapoler en fait les résultats.
Et enfin, accompagner les acteurs et territoires dans la transition des systèmes agroalimentaires et la massification. Ça passe par un certain nombre de partenariats pour, souvent on dit que les chercheurs sont déconnectés, nous dans le consortium on n'a pas cette volonté d'être déconnectés du tout, mais partir des besoins et d'interagir avec les acteurs pour pas juste étudier que ce dont on a envie, mais on est quand même chercheurs, donc il faut qu'on pense à nous aussi. Donc ça c'est un enjeu aussi, mais pour pouvoir améliorer le transfert, travailler avec les acteurs. Donc sur le côté spatialisé et les spécificités locales, en fait ce projet Maya il est localisé sur 4 territoires qu'on va appeler territoires pilotes. Le Nord-Vienne, donc je ne sais pas combien d'entre vous sont du Nord-Vienne, mais en gros qui va prendre les limites d'intercommunalité avec Grand Poitiers, Grand Châtellerault, le Neuvillois et Pays du Loup-du-Nez. Qui va plutôt être centré sur les grandes cultures, mais plusieurs chercheurs, plutôt sur le sol, sont intéressés aussi par le maraîchage. Donc je vais peu en parler, je pense, dans mon discours, mais on pense aussi au maraîchage. Un deuxième territoire qui est très centré sur pommes du Limousin. Un troisième territoire qui est déjà plus établi parce que géré par l'INRAE et l'UMR savent autour de la viticulture sur ce qu'on appelle un living lab, un site d'études avec un parcellaire déjà délimité qui s'appelle Bacchus. Et donc celui-là est déjà pas mal avancé puisqu'ils ont déjà un historique important, alors qu'il y a tout à construire sur le Nord-Vienne et sur le Sudland Nord-Béarn qui va être focalisé plutôt sur la maïsiculture. Et autour de ces 3 territoires-là, eh bien, il y a tout un tas de partenaires que vous voyez ici, qui vont être à la fois des partenaires collectivités, donc j'ai déjà cité les 4 collectivités du Nord-Vienne, je ne les ai pas toutes citées, mais je pourrais y revenir, je vais passer trop de temps dessus, mais aussi des partenaires agricoles qui vont différer en fonction des zones et des partenariats qu'on a construits au moment du montage. Voilà, on ne s'attend pas à ce que ce soit exhaustif, déjà gérer toute cette machine-là, c'est pas rien. Mais en partenaire agricole, il va y avoir la Chambre d'agriculture, Vienne Agrobio, l'ACPEL et le CIVAM aussi, ils sont indiqués là, mais on a aussi le CIVAM Châtelleraudais sur le Nord-Vienne. Et donc en gros, ça couvre déjà pas mal des structures agricoles principales. Pas de coopérative actuellement en Nord-Vienne, par contre 2 coopératives en Sudland de Béarn. Donc ça c'est pour les partenaires, ce qu'on appelle les acteurs socio-économiques. Et puis en termes de laboratoire, il y a 12 labos de recherche qui sont localisés à Poitiers, à Bordeaux et à Pau. Voilà, on travaille rarement à cette échelle de laboratoire-là. Donc ça prend pas mal de temps pour se mettre d'accord sur les protocoles notamment. Et à partir de premiers entretiens au moment du partenariat, du montage du partenariat, il y a plusieurs questions principales qui sont ressorties, comme quel levier pour sortir des pesticides, comment maintenir la fertilité et la santé des sols, comment s'adapter et ou atténuer les effets du changement climatique, comment l'agroécologie peut contribuer à augmenter la multifonctionnalité des territoires. Je pourrais redéfinir, mais je pense que c'est des termes qui doivent vous parler. Comment augmenter la demande des produits agroécologiques et adapter les systèmes alimentaires locaux, et quels outils pour accompagner les territoires et les politiques publiques régionales. Donc ça, c'est des grandes questions avec bien sûr des sous-questions, et elles ont délimité la structure du projet. Donc des leviers agroécologiques, on ne va pas pouvoir tous les considérer, mais c'est des leviers qui ont été évoqués. La diversification végétale intraparcellaire, l'agriculture de conservation, l'agroforesterie, est-ce qu'on la considère, est-ce qu'on ne la considère pas, sachant qu'il y a déjà d'autres projets qui vont traiter de l'agroforesterie dans des projets INRAE par exemple. Il y a beaucoup de choses, on ne peut pas tout aborder, donc on a dû faire des sélections. Et à partir des problématiques, je vous expliquais la structure du projet. Donc c'est un projet avec un module 1 qui est un module de coordination, mais aussi un module de transfert, et surtout avec comme livrable, comme objectif à la fin de construire un observatoire des pratiques agroécologiques à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Et c'est là que l'ARB aussi, en fait, les échanges normalement vont se faire avec l'ARB pour que il n'y ait pas de redondance en fait, et que si effectivement il y a un observatoire qui se construit, au moment du montage du projet, l'ARB, je dois dire, n'était pas incluse, mais elle l'est aujourd'hui. L'observatoire n'est pas encore construit, il y a tout à mettre dedans, mais voilà, on va essayer de le faire intelligemment. Même entre nous, chercheurs, on ne sait pas encore qui va être la cible de cet observatoire, sachant qu'à la fin, il y a quand même cette notion de transfert et
d'outils pour les décideurs. Et puis 3 modules qui sont plutôt liés à la transformation agroécologique, à, on va dire, une plus petite échelle au départ, mais avec des modèles à l'intérieur, je vais le redire, mais module 2 qui est plutôt lié à la réduction des pesticides, donc avec toujours derrière les solutions fondées sur la nature, donc utiliser le processus de régulation biologique pour limiter le recours aux pesticides, préserver la santé et la fertilité des sols, un module lié plutôt à comprendre et à modéliser les effets du changement climatique sur la production agricole, et puis 2 modules qui sont un peu plus de recul, on va dire, sur la multifonctionnalité des paysages et tout ce qui va être en lien avec les sciences humaines et sociales. Alors ensuite, j'ai des diapos pour chaque module. Donc premier module sur l'observation. L'idée, c'est d'utiliser beaucoup les outils cartographiques pour dégager, à partir des designs expérimentaux, plutôt de localiser les designs expérimentaux sur des zones où il y a des initiatives. Ici, on ne voit pas très bien, mais c'est une cartographie qui a été produite par l'Université de Lyon, avec toutes les initiatives qui sont mises en place par des exploitations ou des groupes d'agriculteurs, et qui ont dirigé aussi les endroits où on a placé nos sites pilotes. Et en fait, à partir de ces initiatives qui peuvent être ou pas isolées, comment après on va les prendre en exemple, les étudier pour voir ce qui fonctionne pas, et en faire des modèles potentiellement. Identifier le rôle politique autour de ces zones-là. Est-ce qu'il y a un facteur d'accompagnement par différentes instances, structures agricoles ou structures politiques sur les pratiques? Donc c'est ce qu'on appellerait un hotspot. Ou est-ce que c'est plutôt une zone, donc ça c'est des zones, c'est pour moi, c'est les géographes qui ont identifié ces zones-là. Est-ce que c'est plutôt une zone où en fait il y a peu d'accompagnement des agriculteurs pour faire changer leurs pratiques? Et donc voilà, faire le lien entre les accompagnements géographiques en fait sur les pratiques, et puis ici le transfert. Sur le deuxième module, eh bien, c'est l'expérimentation et le suivi de régulation population avec des cartes de prédation, par exemple, avec des fréquences de maladies ou de ravages, et faire le lien avec des parcellaires en agriculture bio et en habitat semi-naturel, par exemple, donc selon des gradients, et mettre en avant l'effet de ces gradients-là sur la régulation, qui va être ensuite complété par une modélisation et des scénarios en fonction des pratiques, si on déployait telle pratique, en gros, quelle régulation on aurait, quel potentiel de régulation on a sur telle ou telle zone. Sur la fertilité des sols, il y a un premier travail de cartographie des matières organiques. Les matières organiques nourrissent la faune du sol et l'activité du sol. Or, il y a un déclin de l'élevage, par exemple, et donc il y a des zones où il va y avoir plus de fumier, par exemple, que d'autres. Donc, quelle est la disponibilité de ces matières organiques plutôt que de les importer? Et donc, on a tout un travail de cartographie pour voir où se situent les matières organiques, quelles matières organiques sont utilisées, qui vont nous permettre de définir des parcelles d'études sur lesquelles vont être étudiées des propriétés biologiques, chimiques, dont polluants et physiques du sol. Et il y aura un travail de modélisation en fait, à la fin, plutôt sur des flux d'azote et de phosphore à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Donc ça, c'est fertilité et santé des sols. Ensuite, un travail de modélisation à partir des scénarios climatiques et d'ateliers sur comment réduire ou atténuer les effets du changement climatique. Je passe un peu vite ou ça va? Ça va? Oui. J'essaie de ne pas prendre trop de temps. Ensuite, module 5, donc la multifonctionnalité. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre de... Alors, mon pointeur ne marche plus, mais la figure en haut à droite, ce qu'on appelle les bouquets de services écosystémiques, où en fait, en fonction des services d'approvisionnement, de régulation culturelle et, j'en ai oublié un, de production, non, les services, juste la biodiversité, en fait, à l'échelle de chaque territoire, quels services sont fournis, pourquoi, et dégager des causes de services rendus, et surtout avoir une intégration de l'ensemble de ces services-là, ce qui s'est déjà fait sur d'autres territoires, mais pas forcément chez nous, et sur nos territoires à nous. Et là, ce sera surtout sur le Nord-Vienne et le Bacchus, en fait, que ce diagnostic sera fait.
Et c'est un des modules qui va notamment toucher la qualité de l'eau, qui intervient peu dans les autres modules. Peut-être qu'il y aura des questions là-dessus après, mais c'est là que va entrer en jeu l'eau, notamment. Et puis le dernier module, c'est un peu le module SHS, complètement, avec la notion d'alimentation, les déterminants des pratiques de consommation et du consentement à payer des consommateurs pour des produits alimentaires agroécologiques, par exemple. Donc tout ce qui est alimentation sur le sous-module 1. Et puis le sous-module 2 est plutôt lié aux transmissions et aux fonciers, qui peuvent être des freins, en fait, au changement de pratique, puisque derrière, il n'y a pas de reprise, par exemple. Donc c'est ces questions-là qui vont être abordées dans le module 6. Donc l'idée là, c'est aussi faire un diagnostic et produire de la connaissance par rapport à l'existant pour pouvoir ensuite mettre en avant les choses qui fonctionnent moins aussi. D'être en partenariat avec les acteurs, mais aussi, nous, c'est un travail très intéressant en tant que chercheur, voilà, tout le travail de réflexion qu'on a autour de l'agroécologie et de ces notions de transfert d'échelle auxquelles moi, écologue, je suis je côtoie peu, en tout cas au quotidien. Fédérer la communauté pluridisciplinaire et aussi avec les acteurs, c'est qu'il y a 2 territoires, je dis le Nord-Vienne et le Sud-Land, où il n'y a pas de réseau de parcelles qui existe. Donc l'idée, c'est de construire ces réseaux-là pour ensuite s'appuyer dessus pour la suite, potentiellement, et suivre les pratiques qui se font. Et puis, nécessité d'aller chercher des cofinancements, parce que là, la région finance un appel en recherche, mais il faut aussi que les partenaires puissent aussi avoir des financements pour nous aider sur le terrain, parce qu'aujourd'hui, ils ont un accompagnement sur tout ce qui est leur connaissance à eux, en fait, c'est l'accompagnement sur la connaissance, sur les réseaux de parcelles, par exemple, sur les habitants, sur des choses que nous, on ne maîtrise pas. Mais pour le terrain, pour pouvoir faire tous les suivis qu'on a prévus, on veut pouvoir aussi les accompagner, être accompagnés par les acteurs sur le terrain, dans une notion aussi de formation et de sensibilisation à des problématiques que nous, on veut avoir, parce que la recherche-action, c'est la recherche vers l'action, mais aussi l'action vers la recherche. Donc voilà, il y a aussi un peu plus de cofinancement à aller chercher, mais en soi, on est tous hyper stimulés en tant que chercheurs, je parle en tant que chercheur, mais bon, mes collègues pourront parler en tant qu'autres acteurs, en tout cas par cette vision systémique, en tout cas, et puis toutes les discussions qu'on a autour de ce projet-là. Voilà. C'est tout pour moi. Je suis désolée pour les peu. J'ai essayé de faire comme je pouvais, mais... Donc merci beaucoup Julia. C'est un heureux concours de circonstances que l'agence se dote d'une mission agriculture et biodiversité et que ce projet de recherche, effectivement, qu'on connaissait avant même qu'il rentre dans le périmètre de l'agence, soit porté sur les fonds baptismaux. Donc c'est un exemple, c'est un projet sur le territoire, c'est pas la feuille de route de l'agence en matière d'agriculture et de biodiversité, qui est toute neuve, qui nous incombe de préciser dans sa rédaction, mais les attendus sont partagés par rapport au projet Maya. Donc l'idée sur cet atelier, c'est déjà de recueillir vos réactions par rapport à ce que Julia vous a présenté, de vos éventuelles alertes sur des freins socio-techniques que l'on n'aurait pas ou mal identifiés, ou des acteurs incontournables qu'il nous faut mettre autour de la table pour ce qui nous concerne, nous, remplir la mission de prise en compte de la biodiversité et d'accompagnement de l'agriculture, et donc éventuellement nourrir aussi la réflexion du projet Maya tel qu'il vous a été présenté. Est-ce que quelqu'un a d'ores et déjà une remarque à faire? Comme tu veux. Je te laisse l'animation. Moi, je me posais juste la question par rapport aux pratiques d'élevage, comment elles sont intégrées dans le projet. Enfin, j'imagine qu'à un moment ou un autre, vous allez travailler avec des éleveurs. Oui, elles sont, bonne question, parce qu'elles sont relativement... Alors, elles vont sans doute être abordées. Vous êtes sûr que vous voulez le micro?
vais faire un peu plus long, je ne sais pas. Je pense qu'elles vont être le plus abordées dans le volet transmission, je dirais, donc 6.2, avec le... Ouais, je dirais il y aura là. Moi, je suis coordinatrice du module 3 sur la fertilité et la santé des sols. Et nous, en fait, dans la réflexion au départ, c'est se dire où sont les matières organiques. Et on n'a pas encore ciblé les matières organiques, parce qu'il y a trop de matières organiques. Enfin, on a fait un travail, en fait, toutes les matières organiques ont été citées. Donc il faut bien en choisir. Mais j'ai un peu dans l'idée de me dire que le traditionnel ou conventionnel, puisqu'on veut comparer surtout deux matières principales, serait fumier, en se disant un peu traditionnellement il y a du polyculture élevage et donc il y a du fumier et donc c'est celle de base, un peu notre référence qu'on va prendre, et puis une autre matière organique qu'on anticipe être les couverts végétaux, mais on n'est pas, ça dépendra de ce qui ressortira de toute la première étape, mais notamment dans cette logique de dire on relocalise les matières organiques parce qu'il y a moins d'élevage, donc c'est plutôt dans ce cadre-là. Et comment sont valorisés les effluents d'élevage en fait. Mais pas dans la structure de l'exploitation, en tout cas sur le module 3. Donc je pense que ça va quand même être abordé dans le 6.2. Je vais rester à côté. Merci Julia. Philippe Blondeau, Chambre régionale d'agriculture Nouvelle-Aquitaine. Donc super, merci pour cette présentation du projet qui nous intéresse bien. J'avais une question là concernant où est-ce que vous en êtes en fait sur les exploitations, est-ce qu'elles sont déjà ciblées ou pas? Donc j'ai vu qu'il y avait en tant que partenaires agricoles, les chambres d'agriculture, les CIVAM, AgroBio, les COP, tu as parlé des COP aussi, mais je ne sais plus si... Ouais, voilà. Ok, et du coup, est-ce que vous avez déjà ciblé les exploitations, voilà, leur profil, enfin bon, on comprend bien que voilà, tu as parlé de grande culture, maïs, etc. Et donc le lien évidemment avec ceux qui les accompagnent. Vaste sujet qui nous a bien occupé en 2024. Donc justement, en fait, dans la chronologie, il y a deux zones qui vont être échantillonnées en 2025. C'est les plus faciles, entre guillemets, parce qu'il y a déjà le réseau. Donc Bacchus, sur les parcelles en viticulture, où ils ont déjà un suivi depuis au moins 10 ans. Donc ils connaissent déjà tous les partenaires, enfin, ça roule, on va dire. Et les pommes du Limousin, où en fait, il n'y a que je sais plus la structure, mais en gros, c'est une, je vais dire fédération, mais je suis pas sûre que ce soit fédération ou fédération Pommes du Limousin. Je suis pas sûre que ce soit fédération. L'association. Voilà. Nous, le module 3 va pas aller sur ce secteur-là, donc c'est vrai que je le connais un peu moins. Et il y a un partenaire, en gros, donc ça va être plus facile de cibler les parcelles. Sur les deux autres territoires à construire, c'est très compliqué parce que justement, on doit, en tant que chercheur, arriver à se mettre d'accord avec nos problématiques de recherche qui ne sont pas forcément à la même échelle, arriver à trouver à la fois des synergies, des complémentarités sur ce qu'on veut échantillonner et en même temps la réalité biologique qui fait qu'on ne peut pas cibler que cette zone-là parce qu'on ne va jamais trouver des parcelles qui vont permettre de répondre à nos problématiques. Donc elles ne sont pas encore trouvées. Là, justement, apparemment, les ingénieurs d'études ont envoyé un mail pour inviter aux entretiens. En fait, il va y avoir des entretiens avec les coordinatrices du projet et l'équipe d'animation et les acteurs à partir du printemps pour déjà récupérer, redialoguer avec eux et puis récupérer tout un listing de parcelles qui pourraient d'exploitation et ou de parcelles avec les points géolocalisés qui pourraient correspondre aux critères qu'on a de sélection de parcelles. Donc ça va être un gros projet, en gros tout le premier semestre 2025, pour les deux autres territoires, Nord-Vienne et Sud-Land, d'identifier ces parcelles. Et d'associer en même temps aussi les conseillers, les structures. C'est avec eux, oui. Quand je parle des entretiens, c'est avec eux. Donc là, les entretiens, et c'est aussi un des plus qu'on peut avoir, des opportunités qu'on a, c'est le fait d'avoir, je vais surtout parler Nord-Vienne parce que c'est le territoire que je connais le mieux, mais en gros d'avoir CIVAM, Chambre d'agriculture, Vienne AgroBio, potentiellement indirectement un lien avec, on en parlait tout à l'heure, avec Océalia, c'est autant de parcelles potentielles sur lesquelles on pourrait aller échantillonner, quoi.
Donc voilà, c'est... Sur les Landes, tu dis pas pour l'instant, pas vraiment. Sur les Landes, ça dépend que des coopératives parce que la Chambre d'agriculture des Landes n'est pas impliquée, n'a pas voulu participer, il me semble. Par contre, il y a le Civam Bio-Béarn qui a à la fois des parcelles, c'est plutôt quand même en maraîchage, et sur les grandes cultures, c'est beaucoup les deux coopératives qui sont impliquées, et il y a tout à faire avec eux. Donc il n'y a pas d'autres... pour les grandes cultures, il n'y en a pas... je réfléchis... Ouais, non. Après le maraîchage, après tu me disais, ça c'est plus... Maraîchage, c'est... Alors il y aura Appel et Invenio, c'est l'équivalent Aquitaine. Et sinon après c'est surtout les Civam quand même. Ouais. Civam de Béarn, Civam Châtellerault. Je crois qu'il vous dit avant. Allez. Florence Alix, adjointe à la commune de Moutier. Alors moi, c'est comment aller plus loin, parce qu'en tant que collectivité, en fait, on a pris une convention avec les Compagnons du Végétal qui va à la rencontre des agriculteurs pour la transition agricole. Puisqu'on est une collectivité un peu... en tant que collectif, on a plus de mal à aller voir les agriculteurs puisqu'on est déjà un peu écolo, enfin défini écolo, donc on a pris un autre partenaire. Mais comment s'approprier vos données, vos recherches, parce que nous, l'idée, en fait, c'est que ces personnes aillent à la rencontre des agriculteurs, voient leur mode de fonctionnement, voir comment on peut les aider à la transition, voir qu'est-ce qu'on peut leur apporter, puisqu'ils n'ont pas forcément le temps non plus d'aller à la recherche de toutes ces données, d'aller à toutes ces rencontres, ces formations. Donc l'idée, c'est de vraiment être au plus près de nos agriculteurs et les faciliter à la transition. Donc comment on peut faire le lien entre vos recherches et nos agriculteurs en Charente? L'agence, et justement j'allais dire, c'est un des objectifs de l'observatoire. Enfin, il y a plusieurs réponses, mais première réponse c'est aussi de se dire là, le montage de l'observatoire, il n'est pas que pour les chercheurs, et connaissant mes collègues aussi, on a tous à cœur de faire changer les pratiques, donc ça sert à rien de s'entreparler entre nous, quoi. C'est pas vraiment l'objectif du projet. Donc c'est dans le montage de l'observatoire, quelles sont les données, quels sont les visuels qui seront intéressants pour faciliter le transfert. Et donc il passera aussi, je l'espère bien, par les interactions avec l'ARB. Et sinon, c'est aussi, on compte, et c'est inscrit comme ça dans le projet, que les partenaires, l'ensemble des partenaires, que ce soit les collectivités ou que ce soit les partenaires agricoles, facilitent le transfert en fait derrière, parce que eux connaissent leurs agriculteurs, ils connaissent les profils, et donc ils seront les meilleurs relais en fait que nous on peut l'être, même si bien sûr on travaille ensemble, mais ils sont censés faciliter, ils l'ont mis dans leur lettre d'intention, faciliter cette partie de transfert qui va être surtout sur la dernière année une fois qu'on aura les résultats. Et pour rebondir sur le côté petite commune, justement dans donc Grand Châtellerault, Grand Poitiers sont quand même très moteurs. Après, les deux autres communes, c'est un commentaire qu'on a eu, c'est le Pays du Loup du Nez, qui nous disait nous, on n'est pas beaucoup, et donc ce projet nous intéresse parce qu'en fait, ça nous permettra de connecter avec les agriculteurs, parce qu'on n'arrive pas en fait à connecter avec eux, ils se passent plein de choses, mais nous, on ne le sait pas forcément. Donc c'est vrai, quand tu m'as dit ça, la personne que j'avais, je dis chouette, nous, c'est bien si on peut être sur là. Si je peux quand même préciser des choses là, concernant les liens entre agriculture, collectivité, etc. Moi je me souviens quand la structure, les territoires, les TEN en fait se sont mis en place. Donc j'ai été contacté par Baptiste, c'est ça? Oui. Qui est sans charge. Et en fait nous on a dit, il m'a dit, et si jamais il y avait des communes qui souhaitaient travailler en fait sur un projet agricole à l'échelle de leur territoire, de leur commune, j'ai dit écoute, moi il n'y a pas de souci, il faut faire le lien avec les chambres d'agriculture départementales, les services des chambres départementales concernées. Voilà, alors nous, c'est effectivement, moi à l'échelle régionale, je ne peux pas non plus partout, mais j'ai effectivement des collègues, des agents dans les chambres départementales qui peuvent se faire le relais et appuyer les collectivités pour faire le lien avec les agriculteurs sur leur territoire pour des projets communs. Voilà. Et ça, nous, c'est bien inscrit, en tout cas, dans l'architecture des TEN.
Bonjour, Céline Gracieux de la LPO. J'avais 2 remarques pour une vigilance. J'ai vu que dans les solutions apportées, il y avait l'agriculture de conservation. Alors de ce que j'en sais, c'est une agriculture qui prévoit d'être très peu interventionniste au niveau des sols par des pratiques physiques, on va dire, enfin, voilà. Mais qui du coup se compense par de l'apport souvent d'intrants et de produits phyto. Enfin, voilà. Donc c'est vrai que ça me surprend un peu. Enfin, en tout cas, j'imagine que quand ça va être présenté comme une solution, il faudra vraiment y mettre des gros guillemets. Enfin, peut-être, oui. Voilà. Il y avait une deuxième. Oui, mais ça va être déconnecté des 3. Justement sur l'agriculture de conservation, donc là on en a listé plusieurs et je vais parler pour le module 3 où en fait c'était important pour nous et aussi vis-à-vis des partenaires de ne pas cloisonner agriculture bio versus conventionnelle parce que nous ce qui nous intéresse c'est un gradient de pratique et que en fait c'est le meilleur moyen de braquer, de dire aux agriculteurs de dire oui mais toi t'es pas agroécologique parce que voilà tu mets du glyphosate alors qu'ils sont dans une démarche quand même de protection du sol. Et l'idée c'est d'encourager, mais aussi je pense qu'on va traiter l'agriculture de conservation parce qu'il y a les couverts végétaux qui en termes de matière organique nous intéressent, mais on a aussi les polluants et c'est aussi se dire en fonction du degré de polluant qu'on a, on va avoir des gradients, peut-être en fonction des parcelles qu'on aura choisies, et donc qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on met en avant là où il y a moins de glyphosate, là où il y a plus de glyphosate. Là, il y a une incertitude, mais on l'a très très bien en tête, ce facteur-là, le glyphosate notamment. Merci pour la réponse. Du coup, l'autre remarque concernait enfin c'est pas vraiment une question d'ailleurs, le territoire nord-Vienne, qui est donc un secteur de plaine agricole qu'on peut qualifier de plutôt intensive, mais qui, au titre de la biodiversité, présente des enjeux très très forts, notamment pour les oiseaux de plaine et l'outarde canne-petière en premier lieu. Et donc la LPO anime notamment le plan national d'action outarde et on met en œuvre en lien avec la Chambre d'agriculture des contrats pour ces oiseaux qui, pour qui voilà, des espaces très très ouverts sont les plus favorables. Donc là aussi, point de vigilance par rapport à ce qui pourrait être proposé en termes d'aménagement d'infrastructures agroécologiques, à ne pas venir, parce que voilà, aujourd'hui on a tendance à leur replanter des haies, voilà. Mais en fait, pour ces espèces-là, c'est un effet repoussoir. Et donc, voilà, bien concilier ces enjeux de plaine agricole avec des espèces qui sont là parce que justement, c'est des plaines très ouvertes. Voilà. C'est juste un petit point de vigilance aussi par rapport à ça. J'ai un petit élément de réponse quand même, c'est que dans le module 5, justement, alors je ne sais pas s'ils auront des points d'écoute sur les loutardes, mais dans la multifonctionnalité, justement, il y a ce gradient, je n'ai pas... Quoique si, j'ai mes en fait, s'il y a des données à valoriser, on a plein de données. Je vous invite à surtout pas faire pas dépenser l'argent pour aller faire des points d'écoute ou quoi que ce soit, parce que c'est déjà très très suivi et qu'on peut nous mettre à disposition des données. Alors c'est bon à savoir, après, vu que le protocole il est répliqué, c'est le même protocole qui va être répliqué partout. Il y a un côté aussi standardisation, on sait qui l'a fait, on sait comment c'est fait, à quel moment. Donc voilà, je ne dis pas que ça devrait être non, ça pourrait discuter par rapport à vos résultats. Et je voulais montrer ici, c'est les gradients qui servent en gros par rapport aux habitats semi-naturels où mon pointeur ne fonctionne pas. Il y a le gradient là, où justement c'est quelque chose qui ressortira sur le côté multifonctionnel de est-ce que en fonction, alors je ne sais pas s'ils vont à l'échelle de l'espèce, ils vont faire par espèce, mais en tout cas ce sera forcément traité dans les données là je suppose que l'outarde elle va être ici, donc en termes d'agrégation d'informations sur la multifonctionnalité, est-ce que ça ressort, qu'est-ce qui ressort à ce niveau-là? Il y a des points d'écoute sur le module 5. Merci. Alors déjà, il y a juste une remarque, il y a un petit peu plus que 2 COP qui participent, puisqu'il y a aussi les CAF COP du projet BAC+, donc j'ai vu Rosan et Bordeaux Families. Alors après, moi Vincent Drolet, je travaille à la Fédération des COP, donc la coopération agricole Nouvelle-Aquitaine. Nous, on peut se placer aussi en interaction s'il y a des souhaits de travailler avec d'autres coopératives sur le territoire. Après, là où je voulais poser une question, c'était par rapport à l'observatoire. Donc il y a pas mal d'observatoires, de velléités d'observatoire. C'est toujours assez compliqué. Alors je voulais savoir si c'était un observatoire
des pratiques, donc avec des indicateurs que vous souhaitiez mettre en place, ou plutôt un observatoire, une plateforme avec des ressources de ce type-là. Et après, je trouve que ce qui est extrêmement intéressant, c'est le travail de recherche sur le changement d'échelle, donc la massification. Et ça, donc il y a tout un sujet, alors ça a été très bien dit, autour de l'animation, du transfert et de l'appropriation, donc c'est central. Et donc, pour ça aussi, moi aussi je fais. Pour ça aussi, là, je trouve que ce qui est important, c'est au-delà de ce travail de recherche, la manière dont vous allez vous projeter dans l'appropriation. Parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de projets de recherche qui se terminent avec des graphes qui sont et en fait, l'appropriation, elle est difficile. Donc, ce qui est intéressant, c'est si vous prévoyez déjà en fait les outils, les formations, pour que les gens de terrain puissent s'en saisir. Alors, sur la première partie de qu'est-ce qu'on met dans l'observatoire, pour l'instant, c'est une case vide. On a eu une première. La question a été posée en fait à la communauté de chercheurs en mai, un peu lancée comme ça pour avoir une première idée. On n'était pas tous d'accord, mais il y a quand même l'idée de transférabilité, de transfert en fait derrière. À titre individuel, moi je veux que ça serve au maximum aux personnes à qui ça doit servir et donc ça doit remonter des partenaires, des différents partenaires. Et les besoins des collectivités vont peut-être pas être les mêmes besoins que les structures agricoles. Honnêtement, moi, je n'en sais rien. Et en termes de ressources ou outils, même moi, mon opinion varie en fait en fonction de mes réflexions. Des fois, je me dis, faudrait que ce soit quelques ressources clés. Et des fois, je me dis, il faudrait que ce soit des données. Mais c'est pas le même travail de mise en ligne, de taille en fait, d'observatoire, de plateforme en fait derrière. Et donc, de toute façon, la construction, on n'y est pas. Je dirais que ça va vraiment commencer à partir de ce que j'ai compris aussi des échanges, à partir de 2027, 26, 27, en fait, une fois qu'on aura réglé toutes les questions de protocole d'échantillonnage, où on aura aussi une meilleure visibilité du terrain, plus d'interaction avec les partenaires, parce que moi, je vais parler avec certains, pas avec d'autres. Et donc, de toute façon, c'est un peu tôt dans le projet pour mettre ce qu'il y a à l'intérieur. Et l'autre question, c'était sur l'animation. Il y a 2 ingénieurs qui ont été recrutés pour l'animation, alors la coordination, mais c'est elles qui font aussi le lien avec les partenaires, donc qui ont commencé à le faire. Elles ne l'ont pas fait au début, mais elles ont commencé à le faire. Et c'était sur le transfert, c'était sur comment on poursuit derrière. Donc c'est un peu la même réponse que j'ai fait tout à l'heure, c'est un pont sur les structures aussi. Et j'espère de nous qu'on arrivera à avoir des visuels qui parlent et qui donnent envie d'aller plus loin aussi aux personnes, mais on n'est pas encore assez loin, je dirais, sur le type d'outil, mais l'idée c'est que ça vienne des partenaires aussi. Juste pour dire effectivement sur les observatoires, puisque c'est là qu'on a réagi nous aussi quand on a vu observatoire dans le projet, parce que à une époque on mettait toutes les infos dans un observatoire pour trouver les infos qu'on avait du mal à trouver. Maintenant il va falloir réussir à trouver les observatoires ou le bon observatoire dans la noria d'observatoire. Donc voilà, et on va s'associer aussi nous au projet dans ce cadre-là pour voir en quelle mesure on peut limiter le nombre d'entrées pour que les gens trouvent l'info. Et puis dans les efforts que nous on a à produire, c'est ce qu'on a identifié avec Amandine notamment, il y a la question de l'appropriation des résultats, de la transférabilité. Alors, les résultats du projet Maya, mais qui arrivera dans quelques années, et puis les résultats de tout ce que vous évoquiez, des rapports qui dorment dans les armoires, ou des projets de recherche qui ont produit des choses très intéressantes mais qui ne sont pas appropriées par la profession. Donc c'est un peu le travail qui va nous occuper là, notamment Amandine, sur de quoi on dispose déjà, quelles sont les richesses dont on dispose à l'heure actuelle, quels sont tous les partenaires qu'on peut aller associer, interroger, quel est le dernier engrenage qui manquait pour que ça marche, et est-ce qu'on peut le trouver ou l'être. Donc voilà, c'est un peu la démarche sur laquelle on s'engage. Et puis Marie, tu avais une question.
Marie Haute de l'IFRE. La question était, est-ce qu'ils sentent qu'il manque des structures ou vous envisagez autre chose? Je voulais juste vous signaler le GERDAL. Je ne sais pas si vous connaissez, groupe d'expérimentation et de recherche, développement, action localisée. Donc ils travaillent plutôt sur comprendre la façon dont les agriculteurs, alors je lis leur site comme ça, on est sûr que je dis les choses, la façon dont les agriculteurs et plus largement les praticiens prennent leur part dans la conception et l'évolution de leur activité. Donc ils sont vraiment sur comment, on va dire, les processus d'innovation se diffusent entre praticiens, agriculteurs, chercheurs, agents de développement. Nous, on a eu l'occasion, nous, l'IFRE, de travailler avec eux sur la question, puisque la question était posée du frein au changement, et donc de cette réflexion sur l'évolution des modes de pratique agricole, on le faisait dans le cadre des programmes ressources. Donc c'était aussi vous signaler, je pense qu'il y a un lien sur le territoire et la Nouvelle-Aquitaine avec ces territoires qui sont dans des dynamiques qui peuvent être intéressants pour vous. Et eux, ils ont fait une synthèse des travaux. Alors vous parlez de trucs qui existent dans des placards, je vais vous en sortir un. Sur justement, on a accompagné un groupe d'animateurs sur qu'est-ce qu'ils identifiaient comme frein à ces évolutions ou à ces changements de pratique, puisqu'il était parlé, c'est lourd celui-là, il était dit que les agriculteurs avaient, on va dire, comment il s'était formulé, pas une appréhension, mais ça a été formulé à une époque sur le fait qu'ils n'avaient pas envie du tout de changer. Non, moi je cherche aussi. Réticence. Ouais, c'est ça, même si c'était un peu plus radical. Et nous, on voulait, au travers du travail, montrer que non, en fait, la profession agricole, elle a montré une évolution depuis des années. Après, la question, c'est est-ce que c'est dans l'orientation qu'on souhaitait? C'est une autre question. Mais on ne peut pas dire que, une aversion, c'était ça, une aversion au changement de pratique. Donc voilà, donc nous, on a travaillé sur ça avec un groupe de praticiens sur l'eau. Donc voilà, ça nous semblait intéressant. Et c'est vrai que j'aurais tendance à dire que pour moi, le module 5 dont vous parlez, il est quand même pas anodin et il a pour nous, dans ce qu'on a compris du travail, il a été beaucoup centré sur l'individu et pas assez sur le système. En fait, en disant que le frein se situe à l'échelle de l'individu et si on fait bouger l'individu, mais en fait il est aussi dans un système et si le système il ne bouge pas, l'individu il a sa petite marge de manœuvre. Voilà. Donc c'est aussi ça qui ça mettait en évidence et ça me semblait intéressant. Ah si, et l'autre truc. J'ai essayé. Quand vous parliez de matière organique, pour avoir animé un débat avec des agriculteurs, certains mentionnaient le lien avec la méthanisation, qu'il ne fallait pas sous-estimer, puisque ça leur permettait de réacquérir de la matière organique. Alors je ne sais pas si vous avez un lien à faire, c'est pas mon sujet, mais je vous le dis. Si, ça a été abordé. Moi, c'est justement en parlant avec les agriculteurs, en parlant aussi avec certains connaissent Philippe Léon, qui était à Grand Châtellerault avant. Donc Philippe Léon qui m'avait entre autres parlé d'installation méthaniseurs et du suivi des apports qui venaient du méthaniseur, des retransferts au sol. C'était trop isolé, donc je ne me suis pas mise dedans, mais j'ai commencé pour des choses un peu plus fondamentales à regarder l'effet de résidus de méthanisation sur les cloportes. Voilà, ce que je ne vous ai pas dit, mais le laboratoire travaille sur les cloportes. Et dans les matières organiques, c'est pour ça que on a des présupposés avec nos conversations de couverts végétaux versus fumier, mais pour l'instant c'est encore ouvert et peut-être qu'au final on va plus avoir ces deux matières, mais que notre cartographie va montrer qu'on ne peut pas exclure les résidus de méthanisation par exemple, sachant que c'est très vaste aussi les résidus. Il y a un peu tout aussi dans la méthanisation, donc qu'est-ce qu'on prend comme résidus? Et il ne parlait pas que des résidus comme bénéfice, il parlait aussi dans la rupture de leur rotation. C'est-à-dire du fait que ce n'était pas une culture qui était vendue, mais qui était vraiment là pour faire une forme de rupture dans la rotation, il y avait des bénéfices sur les traitements ensuite. Donc la méthanisation crée une débouchée qui n'est pas une débouchée alimentaire pour une culture. Donc voilà. Il y aura des questionnaires en fait, pour chaque agriculteur pour faire l'historique de la parcelle et essayer de comprendre. Mais on ne pourra peut-être pas tout avoir, mais ce sera du qualitatif qu'on récupère. Juste pour confirmer, effectivement, Marie, la notion de système et de marge de manœuvre de l'individu dans le système, c'est une approche filière pour l'essentiel. Et donc on a une autre mission qui a été évoquée ce matin sur économie et biodiversité. Donc là, c'est une approche filière économique. Et l'agriculture sera approchée, nous, comme une filière économique. Donc
le système dans lequel se trouve l'agriculteur. Je vais encore parler de mes abeilles sauvages. Je suis désolée, vous l'avez peut-être déjà dit, j'ai peut-être coupé la partie, mais comme j'ai vu une image sur un protocole d'abeilles, j'imagine que ça va faire partie du projet, enfin pollinisateur sauvage en général. Ma question c'était, est-ce que vous avez déjà élaboré un peu le protocole et vu qui seront les partenaires? Et si ce n'est pas le cas, je vous encourage fortement à vous rapprocher de programmes comme ça, on fait ce type de protocole à grande échelle, notamment le LIFE, on n'est pas les seuls, mais on n'est pas beaucoup. Et pas qu'on soit en tant que modèle, mais justement parce que c'est vraiment très particulier, très chronophage. Et ça permettra pour vous de savoir d'avance les difficultés et les particularités de faire ce type de protocole à grande échelle. Je pense qu'ils ont prévu d'utiliser des protocoles qu'ils ont déjà utilisés. Après, je ne sais pas lesquels c'est. Néanmoins, je vais faire remonter l'information pour voir s'ils connaissent ou pas. Le protocole en soi n'est pas si compliqué, c'est plus l'identification après. Il y a peu de spécialistes vraiment très avancés dans ce domaine. Il y en a, mais ils sont encore rares et ça prend énormément de temps. Même c'est très chronophage et ça peut retarder un projet si ça ne se prévoit pas d'avance. Je pense qu'ils ont déjà fait, mais en vrai, je vais juste mettre ce point de vigilance. Ouais, c'était sur la question du transfert et de la massification. Je pense qu'il faudra effectivement qu'on fasse le lien avec tout ce qu'on fait. Alors, en Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre des groupes des collectifs agroécologie, donc ce sont les GI2E, les groupes 30 000 et les groupes défis, donc qui sont déjà engagés dans ce processus depuis fort longtemps. Et à l'échelle nationale, avec le réseau défi dans lequel aussi moi je suis, à la CDN d'animation nationale défi, où justement la période 2025-2030 est vraiment sur le transfert et la massification. Donc il y a des exploitants qui sont arrivés à réduire drastiquement les intrants, et notamment les phytos, en utilisant plusieurs leviers, dont le levier de la biodiversité. Donc ça marche, hein, voilà. Mais la question effectivement derrière, c'est comment on massifie, comment on transfère, comment on passe de 2 exploitations sur une commune à 15, voilà, et donc et sur l'échelle du territoire. Donc tout ça, c'est ce qu'on va travailler nous. Moi, en fait, en Nouvelle-Aquitaine et sur Auvergne-Rhône-Alpes, parce que je suis sur les 2 régions à la fois, mais aussi en Nouvelle-Aquitaine, à l'échelle nationale. Donc il faudra qu'on fasse le lien là-dessus. Sur les cartes que j'ai montrées, les cartes que j'ai montrées au départ et qui ont permis de délimiter ces cartes-là. Notamment ici, en fait, c'est donc les travaux qu'on fait, c'est le laboratoire qui s'appelle TRI à Pau. En fait, les petits points ici vont correspondre, par exemple là, ici il y a des petits points noirs, des petits points blancs, correspondent au réseau défi, GI2E et Ferme 30 000. Et en fait, ils sont allés interroger les différentes structures porteuses de ces GI2E, et enfin de ces différentes GI2E, défis et Ferme 30 000. Et c'est à partir de là que ça a été intégré en fait dans leur carte de hotspot, coldspot, et notamment, je vais parler pour le module 3, mais le GI2E qui portait des questions de fertilité du sol, par exemple, qui était situé dans le Loudunais. C'est pour ça qu'on allait dans le Loudunais, parce qu'on savait qu'il y avait déjà un des GI2E qui travaillait en fait sur les questions de fertilité du sol. Par exemple, le CIVAM ressortait comme sur les semences. C'est moins nous ce qu'on voulait faire, mais on en a tenu compte de ces cartes-là aussi pour avoir une idée des réseaux. Si vous voulez plus de précision, je peux vous dire exactement dans quel secteur il y a un réseau, il y a un groupe qui travaille sur, collectivement, quelle est sa thématique de travail. Nous sommes à 3 minutes de la fin de l'atelier. Je vous propose pour ceux qui non, moins. On continue un tout petit peu. Je pense que si on est à écart en bas, c'est. Très bien, c'est parfait. Je vous propose quand même, pour ceux qui ne se sont pas encore exprimés, de nous faire part de ce que vous attendez éventuellement
de l'agence sur ces volets de l'agriculture, de la biodiversité de l'agriculture et du déploiement de l'agroécologie, donc en s'appuyant sur les résultats de la recherche. Si vous avez des attentes particulières, nous sommes preneurs de vos avis. Qui se lance? Bonjour, donc Vincent Nordin de l'Adréal. Alors moi je me lance, mais c'est juste pour la blague et une petite piste pour l'agence. On parle et puis on s'éloigne un peu de l'atelier, là on est sur l'agroécologie. Pourquoi ne pas creuser le même genre de sujet sur la mer avec les acteurs de la mer? Même si on est sur des pratiques différentes, parce que la pêche, tout le monde pêche un peu au même endroit, même si c'est avec des engins différents, mais au moins sur les activités de conquiliculture, il y a peut-être des questions à se poser aussi sur voilà, les évolutions pratiques ou la pertinence des bonnes pratiques à mettre en avant par rapport à d'autres. On avait ciblé l'agence comme ayant besoin d'aller aussi sur le terrain. Tout à fait, de la montagne à la mer, effectivement, ça fait partie des objectifs de l'agence. Et c'est le secteur primaire, effectivement, dans sa globalité, que l'on doit approcher, un focus sur l'agriculture, puisqu'on avait un projet de recherche intéressant sur le sujet. Est-ce que vous avez d'autres remarques à formuler sur le sujet? Ou sinon, d'autres questions sur le projet Maya ou sur la... Madame Hérault. Quand on a fait une concertation pour le territoire de l'Arnoux, qui était un programme ressources et qui voulait s'intéresser à la question des filières et comment ils pouvaient être facteurs d'évolution des pratiques. Ce qui est ressorti dans les entretiens, alors je ne sais pas ce que vous pouvez en faire en tout cas, c'est qu'on a l'impression que c'est très morcelé, la protection des captages d'eau potable, et puis à côté la biodiversité, et puis à côté l'économie et les filières. Par exemple, moi, dès que j'allais faire un entretien pour parler de ce projet de concertation, on m'orientait vers le service environnement. Alors, je disais non, je voudrais parler avec le service économie, développement du territoire, comment ils ont pensé la synergie. Et on s'aperçoit qu'il y a pas ou peu de synergie dans cette connaissance-là. Après, les PAT commencent à faire du lien. Alors c'est vrai que je trouve que vous allez sur un sujet qui est l'agriculture, où le monde agricole il est sollicité de toutes parts et par une multitude d'acteurs, et ça en devient quasiment illisible. Et pourtant, c'est bien la preuve que c'est au cœur de plein de sujets. Mais c'est vrai que ma vigilance, c'est comment vous pourriez contribuer à cette mise en lien et à ne pas recomplexifier encore le paysage, en tout cas au final pour les agriculteurs, parce qu'à l'heure actuelle, les sollicitations, si on rajoute des programmes ressources, les PAT, enfin, c'est une multitude de niveaux et en plus avec des échelles territoriales où on bénéficie des fois de choses, d'autres on ne bénéficie pas. Donc ça, c'est moi ce que j'ai un peu plus entendu, mais je trouve que eau et biodiversité, ça devrait être quasiment fusionnel, ça devrait être dans les enjeux, je trouve, et après essayer de contribuer autour de ça, de cette question de pas encore morceler. Non, c'est toi qui décides. Ah ouais, c'est un atelier collaboratif. Donc Emmanuel Didon, directeur régional de l'EFB. Bon, moi je suis tout à fait d'accord effectivement avec ce qui vient d'être dit, parce que c'est un petit peu les mêmes réflexions que je me fais. Donc, on avance avec vous aussi sur ces questions d'agroécologie. Il ne s'agit pas d'en rajouter une couche dans un domaine où il y a beaucoup déjà d'acteurs qui sont présents, notamment du côté effectivement de la profession agricole, qui a déjà beaucoup avancé sur ces sujets. Donc quelle peut être la valeur ajoutée? Il y a quelque chose qui a été dit sur les plaines à outarde. Effectivement, le Nord-Vienne. Mais des enjeux environnementaux, il y en a plein. Il y a celui effectivement de la vie faune de plaine ouverte. Il y a des enjeux sur les mêmes territoires qui sont très forts de qualité de l'eau. Il y en a peut-être d'autres. Et on peut arriver derrière ça à des recettes qui sont différentes, voire antagonistes. Donc la valeur ajoutée, ça va être de poser, je pense, les termes de quels sont les enjeux en matière d'eau, de biodiversité, sans vouloir les hiérarchiser, parce que c'est pas à l'ARB qu'il appartient de hiérarchiser, mais de bien poser. Et puis ensuite d'animer justement
les débats, d'abord peut-être au sein de... pour avoir un diagnostic sur un territoire, comment on pondère ces différents enjeux, à quoi on accorde le plus d'importance. Donc sur un territoire comme le Nord-Vienne, est-ce que, compte tenu des enjeux eau, il faut mettre des haies ou pas? Est-ce que ça va être l'accent sur les pratiques phytosanitaires? Parce que les phytosanitaires, on les retrouve à la fois dans l'eau qui vont servir à l'eau potable, et puis ça va tuer les insectes qui sont la nourriture des outards, enfin, etc. Mais aider à poser ce diagnostic en embrassant large, et ensuite, sur la base de ce diagnostic, effectivement, dialoguer après avec la profession sur le champ des possibles pour pour adapter les pratiques vers... Parce qu'il n'y a pas une agroécologie, mais des solutions à voir au cas par cas en fonction des territoires. Oui, donc effectivement, c'est le gradient qu'évoquait Julien, le gradient entre les pratiques, avec des pratiques qui peuvent effectivement poser des questions. Et puis le fait de ne pas tous défiler dans la cour de la ferme les uns derrière les autres, c'est aussi une attention que l'on a. Par rapport à ça, c'est justement, là j'ai remis cette diapo là, c'est l'idée de dire, une fois qu'on a fait nos bouquets là, de résultats qu'on a par zone, par territoire, par paysage, en fait ce sera même par paysage à l'intérieur d'un territoire, si on pousse telle ou telle pratique, qu'est-ce que ça nous donne comme bouquet par exemple, et donc faire la modélisation pour voir en fonction de différents scénarios, qu'est-ce que ça nous donnerait en fait comme modification de nos bouquets de pratiques. Je ne sais pas si ça répond, mais pour moi ça est un peu dans ce sens-là. Et après, je voulais aussi réagir tout à l'heure à Marie, c'est ça sur le... Mais j'ai oublié. Je voulais dire oui. Voilà, c'est oui. Oui, c'était ça. Et puis, je sais plus. Mais... Je peux peut-être parler fort si ça peut vous éviter. Le temps que j'arrive avec le micro, si vous voulez. Oui, par rapport à cette question de la position de l'ARB ou ce que peut apporter l'ARB, en tout cas, il y a une question autour de l'agroécologie qui est la soutenabilité pour les agriculteurs et les filières. Donc là, c'est vrai que ça a été évoqué un petit peu, parce que vous avez parlé de la parcelle jusqu'à la fourchette, à un moment donné. Puis après, on a moins vu l'économie dans les diapos, mais bon, c'est présent. Voilà, en tout cas, il ne faudrait pas évoquer les changements de pratiques sous un angle biodiversité, efficacité sur le paysage, etc., sans travailler sur la pérennité aussi pour les exploitations agricoles, effectivement à long terme. Mais aujourd'hui, la situation est telle dans les fermes qu'il faut aussi penser à court terme. Donc voilà, et c'est la difficulté qui se rajoute en plus avec la crise qu'on traverse, quoi. Voilà. Donc l'agroécologie soutenable, quoi. Voilà. Ce qui n'empêche pas de travailler dessus et de trouver des solutions, mais ça... Voilà. Oui, donc effectivement, c'est l'approche filière économique, comme on l'a évoqué tout à l'heure. On aura un partenariat étroit avec notre futur collègue sur l'économie et biodiversité. Pour chaque, je disais tout à l'heure, en fait, il y aura des entretiens aussi pour comprendre le fonctionnement de l'exploitation de manière générale, pour justement aller dans ce sens-là. Et ce que je voulais dire aussi, c'était que... Ah, c'est la fin de la journée, là, ça y est. En fait, oui, il y a des exploitations qui vont avoir du mal à mettre en place des choses parce qu'il y a le court terme, mais peut-être qu'il y en a qui ont réussi. Et en fait, l'idée, c'est de en fait, faire un état des lieux, de dire, lui, il est dans cette situation, ou il a été dans cette situation, lui ou elle a été dans cette situation, et qu'est-ce qui a fait qu'ils ont quand même pu mettre en place des pratiques, par exemple, et donc de porter en fait ça parmi toutes les exploitations et parcelles qu'on aura étudiées. Peut-être qu'en fait on n'y arrivera pas, mais c'est l'optique. Je vois Valérie qui se lève, donc je vais prendre la dernière question. Oui, je voulais juste apporter un complément. C'est vrai que nous, quand on a rencontré les agriculteurs, ils étaient
faire des tests, enfin, souhaitaient faire des tests de changement de culture pour s'adapter notamment au changement climatique. Mais c'est vrai qu'il y en a certains déjà qui commencent déjà à changer leur méthode de culture. Et sont demandeurs de tests. Donc il y a effectivement des pionniers, en général on essaye de s'appuyer sur eux avant de pouvoir massifier et diffuser. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour les échanges.